Alors, on se retrouve pour le cours 8 de. euh, on avait démarré cette partie 3 intitulée Rapports sociaux de classe et inégalité. Et donc, on poursuit aujourd'hui, et on va terminer d'ailleurs cette sous-partie. Alors, on avait laissé en suspens la question des inégalités entre classes sociales. On avait parlé la dernière fois de la différenciation principalement et des classifications, des catégorisations qui sont faites. Mais comment mettre en lien les exemples d'inégalités que vous avez sans doute trouvé la dernière fois avec ce que l'on a appelé un processus de différenciation et de hiérarchisation simultanée. Et donc c'est un peu ce qu'on va tenter de faire dans cette séance, avec le constat d'une différenciation, hiérarchisation entre classes sociales qui est à la fois économique, sociale et culturelle. Donc ces trois dimensions-là vont être examinées successivement. Alors peut-être est-il utile de rappeler ce qu'est une inégalité sociale, enfin, une inégalité de façon plus large. C'est, là je me réfère à Beer et Pfefferkorn, le résultat d'une distribution inégale au sens mathématique de l'expression entre les membres d'une société, des ressources de cette dernière, distribution inégale due aux structures mêmes de cette société et faisant naître un sentiment, légitime ou non, d'injustice au sein de ses membres. Et ces inégalités sont le fruit des processus de différenciation et de hiérarchisation. C'est bien parce qu'il y a hiérarchisation que les membres d'une société n'ont pas accès de la même façon aux ressources et qu'une distribution inégale se réalise entre les individus. Autrement dit, la place dans le processus de production ou dans le système économique, puisque c'est bien là-dessus que se définissent les classes sociales, cette place donne à chacun une position sociale, un statut et également des rôles, une identité. Cette place définissant un accès au pouvoir, au prestige et aux richesses. Alors on va débuter par la première dimension de cette différenciation, qui est la différenciation, hiérarchisation économique. Et bien sûr, certainement, vous aviez déjà trouvé la dernière fois, la dernière séance, lorsque je vous l'avais demandé, des exemples de ces différenciations, hiérarchisation économique. Celle qui vient certainement le plus facilement à l'esprit est la répartition des richesses, qu'il s'agisse du patrimoine ou du revenu. Il est clair que cette répartition n'est pas homogène, n'est pas uniforme, et on va le développer. On voit bien que l'accès aux richesses est structuré socialement. C'est aussi l'accès à l'emploi qui relève de cette dimension économique. Et là encore, l'accès à l'emploi est structuré socialement, n'est pas le même selon la classe sociale. On peut également évoquer l'accès à la consommation, l'accès aux soins, et il faudra mettre etc. d'ailleurs, puisque voilà, il y a beaucoup d'autres différenciations, hiérarchisations économiques que l'on pourrait nommer. Ce que l'on peut déjà souligner, c'est que ces inégalités économiques s'enchaînent, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas indépendantes les unes des autres, mais au contraire, elles se génèrent l'une l'autre, et donc
cela constitue ce que l'on pourrait appeler un cercle vicieux, hein, en particulier le fait d'avoir un moindre accès à l'emploi pour certaines catégories dévalorisées crée un moindre accès aux ressources économiques, aux richesses, et en conséquence, hein, un moindre patrimoine, une moindre consommation, un accès plus limité au logement, hein, et voilà, peut se poursuivre ainsi, hein. J'arrête là l'enchaînement, mais vous voyez bien que on pourrait poursuivre, hein, de la même façon. Euh, et donc cet enchaînement, hein, va peser. Alors là, l'exemple que j'ai donné se situe au bas de la hiérarchie des classes sociales, mais on a aussi des enchaînements vertueux, hein, en haut de la hiérarchie sociale, avec au contraire, hein, voilà, des avantages, hein, qui se cumulent, au contraire donc de ce qui se passe au bas de la hiérarchie sociale, avec des désavantages, hein, qui se cumulent. Un autre aspect de ces inégalités économiques, hein, est qu'elles se reproduisent. On y reviendra sur cet aspect ultérieurement. Alors là, je vous ai mis une petite illustration, hein, voilà, c'est le même individu avec deux costumes, hein, et on voit bien comment on différencie et simultanément on hiérarchise, hein, les individus en fonction, là en l'occurrence, hein, de leur tenue de travail, et très clairement, hein, même s'il s'agit du même individu, en fonction de la tenue de travail qu'il adopte, il ne sera pas, il sera d'une part différencié et simultanément, hein, positionné à un statut spécifique, hein, selon qu'il apparaît en costume ou selon qu'il apparaît en, alors, ce qu'on appelle une combinaison de travail, hein, renvoyé donc à un métier plus technique ou manuel. Alors, si l'on poursuit et si l'on creuse sur les inégalités économiques, on peut dire que entre les années 1945 et 1980, les inégalités de revenus se sont beaucoup réduites, hein. Les revenus disponibles entre les ménages étaient très différenciés début 20e. Cet écart s'est réduit entre 45 et 80. En même temps, hein, parallèlement, sur la même période, les inégalités de patrimoine se sont également réduites. Autrement dit, le patrimoine d'un ménage, hein, constitué généralement par les biens, hein, possédés, biens matériels, hein, en particulier le fait d'avoir un logement, d'avoir plusieurs appartements ou maisons, voilà, le fait d'avoir de l'argent, hein, disponible à la banque, tout cela constitue le patrimoine. Ce patrimoine des ménages, hein, qui était très fortement différencié début 20e, l'est moins, hein, à la fin des années 80. À partir des années 1980 et jusqu'aux années 95, les inégalités de revenus vont se maintenir en France, hein. Dans le même temps, elles augmentent, hein, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Pour ce qui concerne les patrimoines sur la même période, au contraire, hein, on a une augmentation forte des écarts de patrimoine en France. Ces deux éléments, hein, vont du coup réamplifier les inégalités économiques, hein, puisque même si les écarts de revenus se maintiennent, le fait que les écarts de patrimoine augmentent vont avoir des effets très lourds, hein, sur les niveaux de vie des membres de la société. Entre 85 et 93, le salaire d'un ouvrier a augmenté de 0,7%. Sur la même période,
les performances moyennes d'un patrimoine de rapport améliorent le pouvoir d'achat de 59,4%. Autrement dit, hein, ceux qui ont du patrimoine, hein, généralement ce sont les classes sociales du haut de la hiérarchie, vont avoir des revenus liés à ce patrimoine à travers la location des logements en particulier, ou la revente des logements, et donc la plus-value engendrée par cette revente, qui vont améliorer leur niveau de vie de façon très importante. Et puis à ces deux réalités de revenus et de patrimoine, il faut ajouter la réalité du chômage qui devient massif à cette période et qui va également accentuer les inégalités économiques entre les individus et entre les ménages. Depuis 1995, les revenus vont à nouveau s'écarter, les inégalités de revenus augmentent, à savoir que les plus défavorisés vont encore se dégrader, en particulier du fait de la non-revalorisation des minima sociaux, et puis du côté des revenus les plus favorisés, il y a au contraire une amélioration depuis 1995, et donc les écarts vont s'accroître, et on peut dire qu'il y a là un changement des normes de répartition des richesses produites, très clairement. Ce qui avait cours sur la période antérieure cesse et est revu pour une distribution nouvelle. Simultanément, les inégalités de patrimoine continuent d'augmenter. Donc on a là le cumul d'inégalités de revenus et d'inégalités de patrimoine qui convergent, qui se cumulent pour développer des inégalités de niveau de vie très fort. Et cela peut être objectivé à travers ce qui a été appelé l'indice de Gini, donc inventé par un Italien dénommé Gini. C'est un outil statistique qui permet de mesurer la dispersion pour une répartition. Alors, le principe est que 0 signifie une égalité parfaite. Si 10 euros sont répartis entre 10 personnes par 1 euro chacune, on va indiquer que l'indice de Gini est de 0. C'est une égalité parfaite. Par contre, si on donne ces 10 euros à une seule des 10 personnes, là, on a une inégalité totale qui va être marquée 1. Donc l'indice de Gini varie entre 0 et 1 pour signifier entre l'égalité parfaite, donc plus c'est près de 0 et plus c'est égalitaire, ou l'inégalité totale, donc plus c'est près de 1 et plus c'est inégal. Donc voici l'évolution des inégalités de niveau de vie pour la France. Et donc, vous pouvez constater que donc l'indice de Gini qui nous montre cette évolution de la répartition des niveaux de vie montre qu'il y a une réduction des inégalités de niveau de vie entre 1970 et 1990, et puis une hausse, alors qui n'est pas linéaire, mais qui globalement, néanmoins, est un accroissement, une hausse à partir du milieu des années 90, qui est liée à un envol des revenus les plus aisés, on l'a déjà mentionné, une baisse des revenus des plus pauvres, à partir des années 2000 de façon encore plus marquée, d'un écart limité par la redistribution, ce qu'on appelle aussi la protection sociale, et aussi un écart limité par les hausses d'impôts entre 2011 et 2013. Et puis,
ces mouvements-là de l'indice de Gini sur la fin de la courbe hein, sont également à mettre en corrélation avec le chômage. Alors, pour vous donner peut-être une idée plus concrète, hein, sachez qu'en 2015, les 10% les plus favorisés disposent en moyenne d'environ 4 000 euros de plus par mois après impôt, comparé aux 10% les plus modestes. Donc voici hein, écrit hein, les commentaires que je viens de vous faire sur ce graphique hein, de l'indice de Gini. Peut-être insister hein, sur le fait que la protection sociale, hein, ce qu'on appelle aussi parfois la redistribution, a eu un effet limitatif hein, sur les écarts. C'est vrai que les écarts sont importants. Pour autant, hein, il l'aurait été encore davantage s'il n'y avait pas eu ce système redistributif hein, qui existe en France, euh, par lequel une part des impôts hein, sont mobilisés pour améliorer, on va dire, hein, les revenus des ménages et des individus les plus modestes hein, au travers des allocations en particulier, euh, que ce soit les allocations chômage hein, ou les allocations familiales. Et donc, cela a été très important hein, et en particulier sur la dernière crise de 2008, hein, on a vu que les, l'effet de la crise hein, avait été limité justement par ce système de protection sociale hein, qui a été constitué en France après 1945. Hein, donc là-dessus, je vous renvoie à deux documentaires. Hein, je vous les mettrai à la fin de ce diaporama de façon écrite. Hein, un documentaire de Gilles Perret intitulé Les Jours Heureux hein, relate comment cette, ce système hein, de protection sociale a été inventé hein, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale hein, et a été mis en œuvre. Et puis il a réalisé un autre documentaire hein, intitulé La Sociale qui explique également comment le système de sécurité sociale a été lui aussi hein, créé à cette même période hein, par les mêmes acteurs en vue de créer une sécurité économique hein, pour tous et donc de sortir de l'insécurité les plus défavorisés. Ce qu'il faut pointer également, hein, c'est le fait que globalement, hein, les inégalités économiques ont augmenté hein, sur ces dernières décennies en France, mais cela ne peut pas s'expliquer uniquement de façon interne hein, à la société française et très clairement, hein, il faut prendre en compte la mondialisation hein, et les politiques néolibérales qui prévalent et qui font que hein, il y a une sorte de concurrence mondialisée de la main-d'œuvre hein, et très clairement le fait qu'il existe une main-d'œuvre beaucoup moins bien payée dans d'autres pays euh, entrave hein, l'amélioration des revenus pour la main-d'œuvre modeste en France. Alors là, je vous ai mis une photo de celui qui est classé comme étant la plus grande fortune mondiale. Hein. Bon, vous le reconnaissez sans doute. Il s'agit de Bill Gates, hein, qui est là devant sa maison. Voilà. Et à la suite, voilà, je ne la connais pas et je suppose que vous ne la connaissez pas non plus. Hein. C'est une femme hein, qui est dans un emploi apparemment
technicienne d'entretien, comme on le dit aujourd'hui, donc à l'autre bout hein, de la hiérarchie professionnelle et donc aussi à l'autre bout hein, de la hiérarchie sociale. Euh, voilà, dans deux postures hein, qui illustrent aussi hein, les différences économiques. J'en viens à une autre dimension des inégalités entre classes sociales, à savoir hein, la différenciation, la hiérarchisation sociale et culturelle. Alors, voilà, quelle différenciation, hiérarchisation sociale et culturelle pouvez-vous envisager entre les classes sociales? Il y en a effectivement plusieurs, hein, certainement vous en avez trouvé certaines. On peut citer les pratiques culturelles, bien sûr. Hein, là, on a toute une littérature hein, qui nous montre que les activités hein, que font les membres des différentes classes sociales ne sont pas les mêmes. Euh, alors vous allez me dire que cela tient au coût des activités culturelles. Hein. Ça peut être effectivement un obstacle, mais on voit bien que cette explication n'est pas suffisante hein, et pour des activités qui n'ont pas de coût, hein, mais qui ont une image corrélée voilà, à un milieu social supérieur socialement, eh bien, on voit bien hein, que des populations plus modestes hein, n'osent pas y venir, hein, ne, n'y participent pas. Et donc, ce n'est pas seulement l'obstacle économique, hein, mais il y a bien une dimension proprement culturelle hein, qui fait que euh, les, les pratiques hein, ne sont pas les mêmes. Hein. Pensez aux musées en particulier, hein, où il y a pour certains musées voilà, des tarifs hein, d'accès très limités hein, pour les personnes au chômage ou en fonction des âges. Hein. Pour autant, ces, ces, ces personnes ne fréquentent que très peu hein, ce type d'équipement. C'est également la réussite scolaire hein, qui va être une autre concrétisation hein, de cette différenciation, hiérarchisation euh, entre les classes sociales. Hein, on sait, et on le verra d'ailleurs de façon plus détaillée dans un cours au second semestre, hein, l'origine sociale pèse encore fortement sur la réussite scolaire. Et là encore, hein, ce ne sont pas tant les capacités économiques hein, qui pèsent dans les parcours scolaires que euh, les ressources sociales, les ressources culturelles hein, des parents, des familles qui vont aider hein, ou au contraire manquer aux élèves hein, dans leur adaptation, leur ajustement aux attentes scolaires. Un autre aspect hein, de cette différenciation, hiérarchisation sociale et culturelle, euh, dans la participation politique, euh, là encore, hein, on voit bien qu'il existe hein, des obstacles qui ne sont pas économiques pour le coup, hein, mais qui font que hein, les populations les plus modestes ne participent moins, hein, que ce soit en tant qu'électeurs hein, ou pour se présenter hein, dans les différentes assemblées, hein, qu'il s'agisse des municipalités, des régions ou à l'échelle nationale. Euh, Quand il y a des procédures participatives, hein, là encore, on voit bien que les populations les plus modestes hein, sont très peu représentées, voire absentes hein, de ces instances. On peut faire le constat que ces inégalités sociales et culturelles vont renforcer les inégalités économiques. Et là encore, hein, je vous demande de réfléchir pendant 2 minutes hein, pour trouver des exemples de ce phénomène de renforcement.
Alors, voilà, je vous en cite 3, mais on peut en trouver d'autres, hein. La désaffiliation sociale, hein, très clairement, le fait de perdre, hein, ses liens sociaux, hein, que ce soit par une séparation, un divorce, par un licenciement, par un déménagement, heu, va accroître, hein, les les inégalités, économiques, hein, va renforcer les difficultés économiques, d'un individu. L'échec scolaire également, hein, alors on l'a cité tout à l'heure, au sens d'ajustement, de réussite, hein, au système, dans le système scolaire. Mais à l'inverse, hein, des familles, hein, qui cumulent des difficultés économiques, sociales et culturelles, hein, se trouvent effectivement dans les situations les plus difficiles, hein, pour, réussir un parcours scolaire par le fait qu'aux difficultés, de s'équiper déjà, hein, en matériel scolaire s'ajoutent, hein, les moindres ressources, culturelles, hein, des parents pour, soutenir, accompagner le travail scolaire, les moindres ressources sociales, hein, le fait qu'il n'y ait pas ou peu de personnes dans l'entourage qui puissent aider l'enfant, dans sa scolarité. Tout cela, évidemment, hein, contribue, aux difficultés scolaires, plus fréquentes, hein, dans, les milieux sociaux les plus modestes. La pauvreté également, hein, peut être pointée comme, exemple, hein, d'un cumul, hein, d'inégalités à la fois, sociales, culturelles, économiques, hein. C'est-à-dire que, heu, ce ne sont pas seulement des difficultés économiques, hein, mais ce sont aussi souvent, un manque d'information, hein, sur les allocations par exemple, hein, ou les aides auxquelles ces personnes ont le droit. C'est aussi le fait de ne pas avoir de ressources sociales, hein, d'autres, personnes, hein, sur lesquelles elles puissent, s'appuyer, hein, pour les aider à traverser, voilà, une période difficile, hein. Et puis, le manque de ressources culturelles, hein, pour voilà, là encore, hein, savoir, comment, réagir, hein, pour, se sortir, hein, de cette, difficulté. On va zoomer, sur ce phénomène de pauvreté, hein, pour justement, heu, rendre compte, hein, de cet enchaînement d'inégalités. Alors, le seuil de pauvreté, pour l'INSEE, est défini, jusqu'en 2008 par 50 du niveau de vie médian. À savoir, qu'on calcule le niveau de vie médian sur l'ensemble des ménages et ensuite, hein, la médiane est constituée par, le la valeur, hein, qui permet de couper, par moitié, hein, l'ensemble des ménages et donc le niveau de vie médian, hein, est la valeur, hein, qui, sépare, hein, la moitié, des ménages, hein, vis-à-vis de l'autre. C'est pas exactement la même valeur que la moyenne, hein, sur laquelle pèsent très fortement les les valeurs les plus élevées ou les plus faibles. Donc on préfère souvent choisir la médiane, hein, qui va être plus juste. Alors, le seuil de pauvreté, hein, il est défini comme 50 du niveau de vie médian. Donc actuellement, il correspond à on va être pauvre, hein, si on a un revenu inférieur à 846 € mensuels. C'est-à-dire si l'ensemble de nos revenus après impôts et par contre, après, les allocations sont inférieurs à 846 € mensuels. Alors, voilà, hein, on sait que beaucoup d'étudiants, hein, sont effectivement dans des situations de pauvreté. Avec cette définition, hein, on atteint en France,
5 millions de personnes pauvres. Après 2008, hein, donc depuis 2008, l'INSEE a modifié sa définition de la pauvreté pour considérer hein, qu'on est pauvre en dessous 60% du niveau de vie médian. Autrement dit, hein, si l'on a un revenu inférieur à 1015 euros par mois. Ce qui, de ce fait, hein, va englober 9 millions de personnes hein, qui sont pauvres hein, à partir de cette nouvelle définition de la pauvreté. Ce nouvel indicateur, hein, il a été critiqué par le fait... alors déjà, l'indicateur de pauvreté est critiqué de façon générale, hein, que ce soit avant ou après 2008, du fait qu'il ne prend pas en compte les revenus du patrimoine et du fait également qu'il ne prend pas en compte les personnes les plus pauvres, à savoir les étudiants et les personnes en grande précarité. Et cet indicateur, depuis 2008, est spécifiquement critiqué par le fait qu'il serait trop large hein, en mêlant du coup une population très pauvre avec une population modeste. Et donc, en l'occurrence, hein, pour certains, il n'est plus suffisamment spécificateur, hein, si je puis dire, et englobe trop de cas hétérogènes. En tout cas, c'est cette définition qui est mise en œuvre par l'INSEE. Et donc, il est intéressant hein, de s'arrêter et de voir qui sont les pauvres. Alors, qui sont les pauvres hein, là, c'est l'Observatoire des inégalités hein, qui a mobilisé les données de l'INSEE pour essayer d'en proposer un portrait à travers lequel on perçoit hein, cet enchaînement des inégalités. Hein, comment les inégalités économiques hein, sont liées entre elles, d'une part, et sont liées à des inégalités sociales et culturelles. Il apparaît très clairement que les pauvres hein, sont peu diplômés, plutôt jeunes et souvent en famille monoparentale. Si l'on regarde les chiffres, hein, c'est 2 tiers des personnes pauvres qui ont au plus un CAP, donc très clairement l'absence hein, ou la faiblesse de diplôme a induit un risque hein, de situation de pauvreté. 2 tiers vivent dans un ménage d'ouvriers ou d'employés. Donc là aussi, hein, on voit bien que le métier, hein, l'insertion professionnelle va exposer hein, plus ou moins à la pauvreté. 1 quart vivent en famille monoparentale, autrement dit là on a une surreprésentation importante des familles monoparentales dans les situations de pauvreté qui tiennent au fait hein, qu'il n'y a qu'un revenu disponible, hein, contrairement aux autres familles où il y a bien souvent 2 revenus. Et puis par ailleurs, le fait que le parent, hein, qui est bien souvent une femme, hein, le parent donc actif dans la famille monoparentale, l'est souvent à temps partiel. Autrement dit, hein, le revenu est encore amputé hein, du fait de cette activité à temps partiel, ce qui explique hein, qu'une part importante d'entre elles, de ces familles monoparentales, se retrouvent en situation de pauvreté. La moitié ont moins de 30 ans, hein, donc voilà, là encore, hein, on n'est pas très étonné hein, par le fait que l'insertion professionnelle est longue hein, pour les jeunes aujourd'hui. Il y a une grande part d'entre eux qui sont au chômage. Hein. Et puis, on a également 1 quart hein, des personnes pauvres qui sont immigrées, là encore en lien avec leurs difficultés d'accès à l'emploi. Donc, enchaînement hein,
des, des difficultés. On peut analyser la pauvreté comme produit des rapports sociaux et il faut avoir à l'esprit hein, que on ne peut pas comprendre la pauvreté en étudiant uniquement les pauvres. Hein, pour comprendre les mécanismes qui produisent la pauvreté, il faut prendre en compte hein, les rapports sociaux hein, et en particulier euh, les deux pôles hein, de la hiérarchie sociale. Et donc on peut éclairer hein, la constitution de deux pôles sociaux hein, aux deux extrémités de la hiérarchie sociale, à savoir que le bas de la hiérarchie sociale se caractérise par une disqualification scolaire et plus largement culturelle, une subordination, une précarité dans le processus de production, une incompréhension du monde qui leur apparaît comme beaucoup trop changeant, hein, et puis par le fait qu'il est globalisé est beaucoup plus difficile aussi à appréhender. Et puis le bas de la hiérarchie sociale hein, se caractérise également par une inorganisation politique hein, et tout cela participe hein, à créer leur situation de pauvreté. À l'inverse, hein, à l'autre pôle social, en haut de la hiérarchie, euh, on constate une position de domination économique et appuyée, étayée sur l'appropriation du travail d'autrui. On constate la maîtrise des conditions matérielles et institutionnelles de la reproduction. Et puis, on constate également hein, la production d'une culture et d'une vision du monde dominante. Et donc, ce sont bien des mécanismes d'inégal accès aux richesses, au pouvoir, au prestige, hein, qui produit hein, ces polarités sociales très, très fortement divergentes hein, dans leurs caractéristiques. Alors la structure des classes et les relations entre classes se sont modifiées. Hein, là, je reste toujours sur la réalité française. Et donc, si l'on essaye de faire un tableau aujourd'hui hein, des classes sociales en France, on peut dire qu'il existe une classe sociale en haut de la hiérarchie qui a parfois été nommée la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, les classes possédantes, hein, euh, qui se caractérisent par un mode de vie, une conscience de leurs intérêts et aussi une capacité à promouvoir hein, ces intérêts. Cela a été étudié par Pinson et Pinson-Charlot, par Duménil et Lévy. On a également un gros travail hein, de Beer et Pfefferkorn sur la base de 32 indicateurs hein, concernant l'emploi, les revenus, le logement, la santé, la scolarité, les pratiques culturelles, la participation politique. Et sur l'ensemble de ces indicateurs, hein, cette population se trouve en situation supérieure à la moyenne. Alors là, pour le coup, hein, on a une classe sociale assez aisément perceptible, hein, autant pour les autres que par eux-mêmes, hein, alors que pour les autres classes sociales, c'est plus difficile hein, de les définir, euh, en particulier hein, avec la désindustrialisation. Euh, voilà, les contours hein, des autres classes sociales sont moins nets. Si on interroge la population, on se rend compte que 40% des Français s'identifient aux classes moyennes.
Ça, c'était une enquête de l'INSEE en 2004. Pour autant, on ne peut pas en conclure que 40% des Français font partie des classes moyennes. Et cette idée de moyennisation qui a été développée par plusieurs chercheurs est plutôt contredite par les statistiques. Il y a effectivement un rapprochement des modes de vie à travers la diffusion des biens de consommation. Aujourd'hui, voilà, la quasi-totalité des ménages disposent d'au moins une télévision et souvent plusieurs. La grande part des ménages disposent d'une automobile, mais pour beaucoup également souvent deux. Mais pour autant, si ces modes de vie se rapprochent, euh, il n'y a pas pour autant similarité. En particulier, les biens ne sont pas les mêmes. La télévision des uns n'est pas celle des autres. La voiture des uns n'est pas celle des autres. Et les biens sont déclinés en gamme. Certains vont acheter neuf, certains vont acheter d'occasion. Et tout cela constitue donc une consommation différente. Et puis ces biens sont aussi utilisés d'une façon assez différente selon les classes sociales. Pensez à la télévision en particulier. Le fait d'avoir une télévision n'induit pas du tout les mêmes pratiques. Et on sait que selon les milieux sociaux, la durée et les émissions regardées ne sont pas les mêmes. Alors, si on essaye de poursuivre le tableau des classes sociales en France, on peut néanmoins essayer de dégager ce que l'on pourrait appeler des classes moyennes, donc avec ces réserves que je vous ai mentionnées, à savoir que ces classes moyennes sont beaucoup moins vastes que voilà, ce que les individus eux-mêmes imaginent et ce qui a été parfois argumenté par des auteurs. On pourrait inclure dans les classes moyennes le salariat intermédiaire, hein, qui regrouperait donc les professions intermédiaires, qui constituent 14% des plus de 15 ans, qui sont dans des situations supérieures à la moyenne pour 3/4 des 32 indicateurs que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Cet agrégat social peut aussi inclure les cadres et professions intellectuelles supérieures, en tout cas une grande part d'entre eux. Ces cadres et professions intellectuelles supérieures sont dans des situations supérieures à la moyenne pour les 32 indicateurs retenus. Ils constituent 9% des plus de 15 ans. Il faut garder à l'esprit qu'il y a une diversité des cadres, puisque là, on peut déjà distinguer entre cadres dirigeants, cadres encadrants et experts. Les cadres dirigeants sont pour une partie d'entre eux dans la classe du haut de la hiérarchie sociale, à savoir dans la bourgeoisie, dans la haute bourgeoisie, et pas dans ces classes moyennes. On peut également inclure dans ce qu'on pourrait appeler des classes moyennes des emplois non centrés. Pardon, je fais une confusion. Ces populations-là, cadres, professions intellectuelles, donc cadres encadrant, experts, professions intermédiaires, se caractérisent par le fait qu'ils ne sont pas centrés sur la production, qu'ils ont un niveau élevé de formation et qu'une bonne part d'entre eux travaillent dans des services publics. Pour autant, on peut s'interroger sur leur sentiment d'appartenance. Voilà. Peut-être y a-t-il un sentiment d'appartenance à une classe de salariés à certaines périodes voilà, de contestation en particulier.
mais il n'est pas certain hein, qu'il y ait voilà, une conscience hein, fortement partagée hein, de proximité sociale hein, entre tous les, toutes les situations que l'on vient de nommer. Et puis enfin, ce que l'on pourrait appeler les classes populaires, hein, qui vont regrouper à la fois les ouvriers, qui constituent 13% des plus de 15 ans, les employés, hein, 16% des plus de 15 ans, les sans-emploi, hein, 16% des plus de 15 ans. Donc ces populations-là hein, peuvent être reliées hein, sous cette appellation de classe populaire. Très clairement, hein, il y a une proximité entre ouvriers et employés. Hein. Si l'on reprend les 32 indicateurs de Beer et Pfefferkorn, hein, ils sont dans des situations négatives hein, sur ces indicateurs. De façon plus globale, hein, on peut dire qu'ils sont concernés par la précarisation et la flexibilisation des emplois. Ils sont aussi dans des situations où il y a plus ou très peu de relations directes avec le patron. Hein. On peut même parfois parler de dépersonnification de l'employeur hein, dans les grosses structures. Que ce soit du côté des ouvriers ou des employés, il y a peu ou pas de sentiment d'appartenance collective hein, et on constate un repli sur la sphère privée. Et puis, du côté des ouvriers, hein, on constate à la fois leur déclin numérique hein, et leur diversification. Il y a également une dévalorisation hein, de ce segment professionnel. Voilà, je vous ai mis des noms hein, de chercheurs hein, qui ont travaillé sur ces questions. Du côté des employés, au contraire, il y a une augmentation numérique, mais aussi une diversification des employés. Pour autant, hein, eux ne s'identifient pas à la classe populaire et s'identifient généralement aux classes moyennes. Pardon, je fais des mauvaises manipulations de mon diaporama. Alors là, sur ces questions de sentiment d'appartenance, hein, je vous ai mis une citation de Louis Chauvel. La conscience sociale des classes objectivement constituées peut dépendre considérablement du travail collectif de mise en forme politique de la représentation de ces inégalités. Hein, et là, il est clair, on l'a dit, qu'il existe une conscience de classe en haut de la hiérarchie sociale, mais par contre, hein, beaucoup moins de conscience de classe en bas de la hiérarchie sociale, hein, en lien avec voilà, le peu de travail collectif, de mise en forme politique, hein, voire l'absence hein, de mise en forme politique pour les populations du bas de la hiérarchie sociale. Pour autant, on peut constater des conflits sociaux hein, entre donc, classes sociales. Il y en a beaucoup ces années passées dans le secteur privé, hein, dans les entreprises, dans beaucoup d'entreprises. Hein, il y a eu des conflits sociaux importants, parfois longs. Voilà, je ne peux pas vous les relater ici de façon détaillée. Là, j'ai mis en exergue hein, des conflits sociaux plus transversaux, hein, donc non liés à une entreprise ou une structure en particulier, des conflits sociaux hein, qui visaient à défendre les salaires, les conditions de travail de façon plus large, voire le droit du travail, mais également la protection sociale, les retraites, l'assurance maladie.
C'est aussi, la défense, du service public, hein, qui a été parfois, l'enjeu de ces mobilisations. Donc voilà, on peut citer, hein, une forte mobilisation contre la réforme de la sécurité sociale qui avait eu lieu en novembre et décembre 1995, où effectivement ce sont principalement des agents de la fonction publique qui étaient en grève, hein, mais pour autant avec une forte, comment on pourrait dire, mobilisation autant de manifestations, hein, du côté également des salariés du secteur privé. Donc on a parfois parlé de grève par procuration, hein, à cette période, comme si voilà, les agents du public, hein, défendaient une cause transversale, hein, du fait de leur plus grande facilité, hein, du moindre risque qu'ils avaient à faire grève, hein, comparé aux agents du secteur privé. Des mobilisations contre la réforme des retraites en 2003 et 2010, hein, des fortes mobilisations là aussi. En 2006, mobilisation contre la précarisation des contrats de travail, hein, le CPE. Et puis en 2016, hein, des mobilisations contre la loi travail qui, là aussi, hein, était fortement traversée, hein, par les appartenances sociales, hein. Ce sont bien ceux qui se sentaient les plus menacés, hein, donc en bas du classement social, hein, qui étaient le plus concernés, hein, par ces nouvelles lois. Alors, en conclusion, ces inégalités entre classes sociales, hein, doivent s'analyser comme des mécanismes, hein, qui résultent de politiques publiques, aussi de politiques privées, fondées sur des rapports de force entre groupes sociaux. Et donc, ce ne sont pas des inégalités, hein, qui seraient voilà, des effets collatéraux, involontaires, hein, de dynamiques économiques que personne ne maîtrise, hein, mais il y a bien, hein, des groupes, hein, de pression qui voilà, réussissent à peser, hein, sur les politiques mises en œuvre, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne, hein, ou à des échelles encore plus internationales. Il est important également de saisir le caractère systémique des inégalités, hein. Elles fonctionnent en système, hein, et elles vont se déterminer et se renforcer mutuellement. Il y a également un caractère cumulatif à ces inégalités, hein, que l'on a souligné, c'est-à-dire que en haut de la hiérarchie, hein, les avantages vont non seulement s'additionner, hein, mais vont même s'amplifier les uns les autres, alors qu'en bas de la hiérarchie sociale, hein, les désavantages vont au contraire s'aggraver les uns les autres. Et puis, euh, ces inégalités ont un caractère reproductif. Donc là, je développe un peu puisque on ne l'a pas mentionné précédemment. Donc, ces inégalités s'inscrivent, hein, dans une reproduction sociale, à savoir que malgré la mobilité structurelle, hein, que l'on constate, malgré la montée de l'instruction, hein, au fil des dernières décennies, on constate que la majorité des fils, hein, sont dans la même, hein, catégorie socio-professionnelle que leurs pères. Hein. Pour cela, je vous renvoie aux tables de mobilité, hein, qui sont réalisées notamment par l'INSEE. Alors c'est généralement fait sur
les pères et les fils, hein, mais de façon plus récente, on essaye parfois de prendre en compte les mères et les filles, mais c'est moins fréquent. En tout cas, cela montre bien, hein, que d'une génération à une autre, il y a peu, hein, d'ascension sociale ou de descension sociale d'ailleurs. Euh, pour la minorité qui connaît une mobilité sociale, montante ou descendante, c'est bien souvent dans une catégorie proche, hein, c'est-à-dire que l'insertion socio-professionnelle, hein, n'est pas très différente, hein, de celle du père. Euh, Très clairement, hein, on voit que l'origine sociale a encore un poids important, très important, dans l'accès à l'emploi, hein. C'est en particulier les travaux du CEREC, hein, le Centre d'études et de recherche sur l'emploi et les qualifications, qui nous le montrent. Donc, ces inégalités entre classes sociales, hein, se perpétuent, hein, d'une génération à une autre, hein, voilà, à travers l'insertion professionnelle, aussi à travers la transmission du patrimoine, hein, l'héritage, hein, participe, hein, de la reproduction de ces inégalités entre classes sociales. C'est aussi l'homogamie sociale, hein, qui participe de cette reproduction. Le fait que les individus se marient avec des conjoints de la même classe sociale de façon préférentielle, hein, majoritairement, donc contribue, hein, à perpétuer ces inégalités, hein, puisqu'on va avoir, hein, des alliances entre des conjoints qui sont ou bien favorablement euh, situés, hein, en termes de classe sociale et donc ayant accès aux ressources économiques, sociales, culturelles, ou bien l'alliance, hein, de conjoints démunis, hein, en termes de ressources économiques, sociales et culturelles. Et donc là, on voit bien, hein, que l'homogamie sociale, hein, renforce et participe à la perpétuation, hein, des inégalités entre classes sociales. Ces inégalités entre catégories sociales, hein, sont visibles dans toutes les réalités sociales, hein, c'est-à-dire que quel que soit, hein, le, le domaine que vous allez étudier, hein, on va retrouver, hein, des inégalités entre classes sociales, hein. Voilà, là on a beaucoup parlé de l'emploi, hein, on a évoqué l'école, hein, mais c'est aussi le cas dans la culture qu'on a évoqué rapidement, dans les soins, bon, bref, toutes les réalités sociales sont concernées, hein, et c'est d'ailleurs une grande part des travaux sociologiques, hein, qui montrent, hein, les inégalités entre classes sociales, hein, dans différentes sphères sociales. Voilà, j'en viens donc à une très courte bibliographie, hein. Je vous ai rappelé l'ouvrage que j'ai mis en biblio de Roland Pfefferkorn intitulé Inégalités, rapports sociaux. Euh, il contribue aussi à l'Observatoire des inégalités, hein, auquel je vous incite à, voilà, à aller consulter. Je vous ai mis un article de François Dubet, hein, intitulé Classe sociale et description de la société, que vous trouvez en ligne. Et puis les deux documentaires de Gilles Perret, réalisés en 2016, hein, La sociale et les jours heureux, qui présentent, hein, la spécificité française, hein, de notre système de protection sociale et de redistribution, qui limite, hein, les inégalités entre classes sociales, hein, qui seraient bien plus fortes si ce système de redistribution n'existait pas. Donc voilà, je pense que c'est important aussi de connaître cet aspect-là de la réalité, de notre réalité sociale. Voilà pour cette séance. On s'en tient là pour aujourd'hui. Et je vous souhaite un bon travail sur ces inégalités sociales.